Et le mercredi, ça rime avec économie et avec Antoine Perruchou ce soir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Un chiffre, un mot comme d'habitude. Capital humain, c'est les mots et le chiffre. 10. Alors 10, comme 10 minutes. Alors, c'est pas le temps que vous avez pour cette chronique, hein, c'est 4. Que 4, alors, on va essayer de faire en 4 minutes. Alors, le Parlement suisse, il y a 2 semaines, a dit non aux 6 semaines de vacances pour tous. Alors, si on fait un petit calcul, 6 semaines de vacances au lieu de 4, ça aurait fait 10 minutes de travail en moins par jour. Alors on peut dire, mais quel impact aurait eu ces 10 minutes de travail en moins? Alors si on regarde du côté des entreprises, c'est clair que ça a un impact sur les salaires, puisque c'est les entreprises qui auraient dû prendre cela en charge. Et si on dit augmentation des salaires, augmentation des coûts salariaux, c'est clair qu'on va réduire les marges et on a un impact sur le modèle d'affaires de toutes ces entreprises. Donc on a calculé l'impact économique pour les entreprises, ça aurait été d'environ 6 milliards. Maintenant, c'est clair, du côté du partisan, on va dire oui, mais 10 minutes, c'est un minimum pour ces Suisses qui sont les champions du monde du travail, puisqu'on est toujours en tête des heures, du nombre d'heures travaillées par année. Et eux, ils disent, ben oui, mais de l'autre côté, on a des surcharges au travail, on a du stress, on a de la pression. Et les chiffres qui circulent aujourd'hui, c'est que 60% en moyenne des employés suisses sont stressés. Et les coûts qui ont été calculés là, c'est 10 milliards. Bon, bah l'un dans l'autre, ça devrait équilibrer. 6 milliards d'un côté si on enlève ces 10 minutes, mais ça ne marche pas comme ça. Alors, disons que c'est un peu plus compliqué. C'est clair que les partisans disaient il faut investir ces 6 milliards. Comme ça, on va en tout cas permettre de souffler aux employés et ça va réduire cette facture, finalement, cette facture santé qui font que les employés sont surchargés. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Le capital humain, il faut voir les employés comme du capital humain. Il n'y a pas que le salaire. Donc, dans le capital humain, il y a l'expérience, il y a les compétences, il y a tout ce qu'ils ont acquis sur leur lieu de travail. Et ce capital humain, c'est vrai que des fois, on a la peine à le valoriser. Donc on a surtout tendance à dire ouais, c'est des charges salariales. Maintenant, alors il y a des chercheurs, notamment des chercheurs canadiens, qui ont développé ce qu'on appelle l'indice du bonheur au travail. Qu'est-ce qui fait qu'un employé est vraiment valorisé au niveau du capital humain? Et là, on voit que ça va beaucoup plus loin que le salaire. Il y a 5 critères, on va essayer d'être rapide. Le premier critère qui est le plus souvent mentionné par les travailleurs, c'est d'abord se réaliser sur le lieu de travail. Ensuite vient l'ambiance de travail, les relations avec les collègues. En 3e position seulement, on a le salaire et les conditions en vacances. En 4e position, la reconnaissance et finalement en 5e, la responsabilité par rapport aux compétences. Donc on voit que c'est un peu plus complexe. Un employé heureux... Je ne sais pas si François Madelmont a vu au RSV, c'est quantifié du bonheur au travail. Vous avez étudié ça? Écoutez, on ne l'a pas étudié directement, mais effectivement, je crois qu'on a affaire à un type de travail qui nécessite un engagement humain tout à fait important, bien évidemment. J'allais dire, il y a une part de soi qui vient très largement au travail quand on est à l'hôpital. Et c'est très vrai qu'en termes de gestion des ressources humaines, on a pointé un certain nombre de petites choses qu'il faudrait, de notre point de vue, effectivement, là aussi, un petit peu améliorer. Alors, quel conseil vous donnez justement, Antoine Perruchou, pour un management pour être heureux au travail? Alors, c'est clair qu'il faut un style de management, et quand on parle style de management, on a un grand spectre de styles. D'un côté, on a l'extrême, le modèle classique autoritaire, on commande, on contrôle, et puis à l'autre extrême, on a le mode participatif. Entre deux, vous avez un petit peu de délégation. La tendance actuelle, sous l'influence notamment des jeunes sociétés, on a tous l'image de Google, où ce serait un paradis pour les travailleurs, l'image de Facebook, etc., et de la génération Y. Alors, la génération Y, elle aurait tendance à pousser vers un nouveau modèle de management qui est le tout collaboratif, si on veut bien. Alors cette génération Y, qu'est-ce qu'elle dit? C'est les personnes qui sont nées, on va dire, dans les années 80-2000 et qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent sur le marché du travail, ils ont entre 30 et 20 ans. Et cette génération, ils revendiquent beaucoup. On dit génération Y parce qu'en anglais, ça veut dire why. Donc ils disent, mais pourquoi? Pour eux, ils remettent beaucoup en question. Ils veulent de la transparence, ils ont une quête du sens. Ils sont connectés sur les réseaux, ils travaillent multitâches, ils font plusieurs choses à la fois. Donc ils ont tendance à bouleverser le monde du travail quand ils arrivent dans les entreprises. Donc là, on a un double défi. Les managers sont désécurisés, mais qu'est-ce que nous vaut cette génération Y? Transparence, il faut donner du sens, on n'est plus d'accord de simplement appliquer des choses qui viennent d'en haut. Donc le défi, c'est de former déjà les jeunes qui sont chez nous, par exemple à la HESS au Valais. On forme des gens de la génération Y, donc il faut s'adapter à ça. Et puis après, les cadres qui sont en place, il faut qu'ils s'adaptent un petit peu aussi. Donc là, on a l'émergence, par exemple, d'une nouvelle approche qui est ce qu'on appelle le manager coach. Alors le manager coach, finalement, c'est quoi? C'est un manager qui a des techniques de coaching. Alors le manager, pour faire simple, en général, il doit décider, informer et essayer d'être un leader, de donner l'exemple. Et c'est surtout sur ces derniers aspects qu'on peut avoir des techniques de coaching. Donnez l'exemple. Donner l'exemple, mais surtout quand on dit technique de coaching, un des éléments clés du coach, pour motiver les gens, il faut maîtriser l'art de l'écoute. Donc c'est un des éléments clés, c'est écouter.
Et je crois que c'est Goethe qui disait « Parler est un besoin, mais écouter est un art ». Et si on devait retenir un art du coaching pour devenir un manager coach, c'est l'art de l'écoute. Très bien, et si on veut aller plus loin dans cette explication, on peut aller sur le site dédié à cette chronique, sur le site de la HEVS, hevs.ch/IEM, et puis pour revoir Antoine Perruchot en vidéo, donc qui bouge sur votre écran, c'est www.canal9.ch. Merci beaucoup Antoine Perruchot pour toutes ces explications. Merci à vous. Puis on se revoit tout prochainement pour une prochaine chronique. Quant à nous, on poursuit le cours de cette émission, c'est évidemment la culture et ses conserves sauvages du côté des Portes du Soleil. La chronique économie avec Valais, les Alpes Sources.